franchise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Frédéric Bérard qui se joint à nous donc pour les prochaines minutes avec vos questions du vendredi. Un de ses moments préférés, Fred, je ne veux pas anticiper, je ne veux pas parler à ta place, mais tu peux corroborer. C'est pas mal un de tes moments préférés, ça. Ah oui, c'est bien sympathique. Wow. C'est bien sympathique, surtout, je dois dire, le niveau des questions est archi relevé. Franchement, ça c'est vrai, ça. Non, mais je le dis en toute franchise, là, c'est assez épatant, en fait. Bon, j'ai le goût de faire ça tout de suite parce qu'on a eu une farfelue. Ah oui, il y en a une qui est bonne. Alain Charles t'a écrit? Non, on a eu une farfelue. C'est Paul qui... Ouais, c'est Paul qui nous a écrit ça. Les Fred, et ça semble très sérieux comme approche. Est-ce que les cochons peuvent changer de sexe? Oui. Avoir su, j'aurais pas utilisé la même introduction en vantant la qualité des questions. C'est pour ça que je t'ai dit, on va faire ça de suite, bulldozer ton énoncé. Voilà. Mais mais les autres sont très bonnes. Les autres sont très bonnes, Fred. En tout cas, ça peut pas être pire. On salue Paul quand même qui a voulu amener son petit brin d'humour. OK. Fred, je la trouve pertinente, celle-là. C'est Sam qui demande, Samuel, donc, y a-t-il encore un conflit Russie-Ukraine? Wow! C'est fou, hein? Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand est survenu les premières hostilités israélo-palestiniennes, on en a parlé, je ne sais pas, là, les 2, 3, 4 premiers shows peut-être. Puis on avait fini ça en disant, pour ceux qui sont tannés d'en parler, inquiétez-vous pas, ça va faire comme avec l'Ukraine, on n'en parlera plus avant longtemps. Oui. Et on voit que c'est un peu ça qui s'est produit. Puis c'est d'une tristesse, en fait. S'il n'y avait pas les événements montréalais là, qu'on connaît là, depuis quelques jours, je ne suis pas si certain qu'on en parlerait tant que ça non plus. Puis la question ukrainienne-russe, on a un rapport qui est très différent avec ce conflit-là versus le conflit israélo-palestinien, parce que des Ukrainiens, bon, on en a, des Russes aussi, mais pour plusieurs... un Ukrainien, un Russe, bon, c'est relativement semblable. Là, puis je le dis en tout respect, il n'y a pas cette espèce d'attachement émotif de la même façon qu'on fait, qui je le banalise en rien là, en disant ça. Là. Je parle juste d'une question d'identification. Je comprends. Alors que l'autre conflit, la communauté juive qui voit ses écoles se faire tirer dessus, là, comme hier et avant-hier. Je parlais des synagogues qui ont été vandalisées. Là, très, très clairement que ces gens-là ont la frousse, puis ils le vivent d'ici, puis on le vit avec eux aussi. Puis ça vaut également pour tous ceux qui sont musulmans puis qui se font écœurer depuis plusieurs années. Donc, la réponse à tout ça, c'est que malheureusement, parfois, un conflit va en effacer un autre, côté importance, côté gravité. Je pense pas que le conflit en Russie en Ukraine, soit moins important, évidemment. Mais seulement que puisque ça dure depuis un bon bout de temps, c'est comme n'importe quoi. On se regarde en disant comment ça va finir. Et malheureusement, on attend le prochain coup d'éclat là, dans un sens comme de l'autre. Oui, parce que c'est beaucoup les médias qui décident de la game. Là. C'est ça. Bien sûr. Honnêtement, c'est ça que j'aurais dû dire. C'est un peu ce qui est en filigrane de mon propos, mais comme médias, on choisit ce dont on parle, justement. Puis la question du conflit israélo-palestinien, puisque ça vient chercher davantage, puis là, je parle pas nécessairement en région, mais disons à Montréal, c'est évident qu'il y a une question de demande, entre guillemets, là, qui est plus élevée. Il y a Kevin, toujours concernant le conflit israélo-palestinien, qui lui dit pourquoi l'offensive qu'on a vue est différente de celle qu'il y avait avant? Qu'est-ce qui diffère cette fois que ce qu'on a vu dans le passé? Il y a eu plusieurs histoires, hein, puis ça remonte à loin, là, tout ça. Là, ce conflit-là, il a toujours été compliqué. Là. Depuis la création d'Israël en 1948, il y a toujours eu diverses tensions de divers niveaux. Il y a eu des attaques qui ont été organisées. Il y a eu des trucs terroristes aussi. Moi, je dirais que la différence, peut-être, c'est... Puis là, je veux faire attention, là, mais... Je pense que c'est le degré de sauvagerie organisée de part et d'autre. Okay. Dans le sens où, les attaques du Hamas le 7 octobre, là, quand ils sont allés tuer des personnes âgées sur leur lit d'hôpital,
quand ils sont allés violer des adolescentes, quand ils sont... ça commence à être... Il n'y a pas grand-chose de plus dégueulasse que ça, là. Et à l'inverse, ce qu'est en train de faire Netanyahou, puis je répète, Netanyahou, ce n'est pas les Israéliens. Netanyahou représente une infime minorité, là. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire bombarder des enfants à Gaza, parce que c'est ce qui se passe. Là. Il y a 10 000 civils qui sont décédés depuis le début des hostilités à Gaza, donc 4 400 enfants. Mm-hmm. Ce que fait Netanyahou, ben, c'est aussi côté sauvagerie, c'est dur à battre. C'est de l'organisation. Il y en a toujours eu du terrorisme pendant longtemps, mais ça restait des trucs un peu semi-organisés. Là, dans ce cas-ci, c'était clair, c'est ça qui est le plus dommage, c'était clair qu'il allait avoir une riposte de cette envergure-là. Ça, la Hamas le savait. Alors, en d'autres termes, on est allé provoquer un conflit qui au final, tout le monde perd. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question, Kevin, mais essentiellement, moi, je pense que si je résume ça, c'est le niveau d'organisation de la sauvagerie qui dépasse l'entendement, à mon sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu avant, mais là, on est à un niveau assez spectaculaire. Puis encore là, le rôle des médias, j'ai le goût de te demander en sous-question, est-ce que l'amplification de ce qui se passe actuellement avec les réseaux sociaux, avec la facilité d'avoir des images, la facilité d'avoir... Est-ce que ça amène aussi côté plus... On a l'impression que c'est pire là que ça n'a jamais été. Moi, j'entendais parler, il fallait que je regarde Radio-Canada dans le temps pour entendre parler de ces conflits-là, là, tu sais. Oui, ben ça, c'est une bonne observation. Je suis d'accord avec toi. Moi, du plus loin que je me souvienne, dans les années 80, on entendait déjà parler du conflit, on entendait parler de certaines histoires en Haïti, mais on regardait ça au téléjournal de Radio-Canada, parce que, bon, TVA en parlait à peu près pas. C'était la source unique, à moins que tu regardes CBC News, là. C'était ni plus ni moins la source unique, à moins de regarder dans le journal un peu peut-être le lendemain. Mais évidemment qu'il n'y avait pas cette proximité-là qu'on a avec les médias sociaux. Et les médias sociaux, dans ce cadre-ci, ont du bon comme du moins bon, dans le sens où ça peut permettre justement une proximité qui sans filtre, disons ça comme ça. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de propagande. On n'est jamais trop certain de la véracité de la vidéo. Hein. Combien de fois qu'on se fait pogner, on pense que c'est ce qui est arrivé, puis finalement, non, c'est pas tout à fait ça. Puis on retire la vidéo en question. Donc, moi, je m'ennuie, je suis un peu nostalgique de cette période où Radio-Canada filtrait pour nous. Mais évidemment que Radio-Canada, c'est pas parfait non plus. Puis il n'y a pas cette espèce de... Donc, il n'y avait pas d'instantanéité. Il fallait t'attendre à 22 h le soir ou peut-être à 18 h si t'étais chanceux. Puis pour le reste, c'est sûr qu'un journaliste de Radio-Canada, c'est pas lui qui se fait bombarder sa tête non plus. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin de voir ces images-là? Je ne sais pas. C'est des belles questions éthiques, là, je te dirais, en termes de journalisme. OK. C'est le temps de l'entracte. On va affiler les patins de Fred. On passe à Zamboni. Oui, on passe à Zamboni. Bon, on est de retour. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Oui, on a encore quelques minutes à passer avec Fred et vos questions. Je me tourne de ton côté, André. Oui, Mariette qui demande à Fred que doivent comprendre actuellement les syndicats et le gouvernement du Québec dans la négociation qui est en cours. Hey boy. Que doivent comprendre? Oui, c'est ça, en voulant dire, de quel coup... Comment on peut mettre de l'eau un petit peu dans son vin des deux côtés, là? C'est quoi qu'il faut... à ce moment-ci. Prendre compte? Moi, comme vous savez, là, je suis du côté des syndicats à 1000 %, là, puis pas parce que j'ai des réserves sur le gouvernement Legault. D'ailleurs, on parlera peut-être de l'abandon du tramway de Québec après avoir claqué 400 millions parce qu'on a vu le dernier sondage. J'ai une question là-dessus, d'ailleurs. Mais sinon, Mariette, moi, à mon sens, il ne s'agit même pas d'une... en fait, j'ai vérifié, c'est pas moi qui le dis, là. C'est pas des augmentations, c'est un rattrapage pour préserver un pouvoir d'achat. Je pense que le gouvernement a à comprendre ça. Il faut respecter ces gens-là. On parlait des anges gardiens quand ça faisait notre affaire. Ça serait le fun de préserver ce même pouvoir d'achat-là pour ces mêmes anges gardiens et arrêter de les niaiser. Et surtout arriver et nous dire qu'on n'a plus d'argent dans les coffres comme ça, comme par hasard. Ça, je trouve ça assez déplorable. Il y a un mépris là-dedans. Puis je pense que c'est toute la société québécoise qui en souffre. Puis pour le reste, les syndicats, ce qu'ils vont faire, ultimement, c'est qu'ils vont accepter un certain recul, fort probablement, pour qu'on puisse en arriver à une entente, j'ai comme l'impression. Question de Marie, je la trouve bonne, intéressante. C'est presque plus une observation, mais
Est-ce que nos politiciens pensent vraiment changer les choses avec leur appel au calme? Je la trouve bonne. Ah, wow! Non, parce qu'on a souvent l'impression que, tu sais, ils n'ont pas le choix de le faire, là, je veux dire, dans la position qu'ils sont, mais on sait très bien qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer avec un... C'est Marie qui a posé la question, tu dis? Oui. Bravo, Marie. J'avoue, j'ai jamais pensé à cette question-là. Est-ce que ça change quelque chose? Ben, tu sais, quand tu es un excité raciste, que Justin te dise calme-toi, ça changera pas grand-chose. Là. Si t'es petit bouli dans le cours d'école, quand même que le surveillant te dise de te calmer les nerfs, tu vas rester le petit bouli de la cour d'école. Exact. Mais en même temps, est-ce que j'aime mieux des politiciens qui en appellent au calme versus des politiciens qui disent rien, qui donc tacitement encouragent ce qui se produit? Ben évidemment pas. Et puis justement, s'il y avait un peu plus de leadership à l'international, pour pas dire aux États-Unis, sur la question israélo-palestinienne, ben celle-ci, sans dire qu'elle serait réglée, mais on n'assisterait pas à ce qu'on voit actuellement, très clairement. Donc là-dessus, oui, appelons-en au calme. Puis pour le reste, pour le volet Québec, tout simplement, le volet montréalais, parce qu'il s'en passe des affaires, là. Je le répète, il y a des écoles juives qui se sont fait tirer, là. Il y a eu des projectiles là, de feu, là, des guns, là, tirés dans des vitres, là, des écoles, des enfants. Là. Il faut que ça arrête, ces folies-là. Ah oui, j'espère que la police va se grouiller le popotin, parce que là, honnêtement, ça pourrait mal se terminer. Puis dans plusieurs métropoles du monde, par ailleurs, hein, il y a des écoles juives, notamment en France, qui sont surveillées par l'armée. C'est pas drôle, là. Comme si c'était la faute des Juifs français ou des Juifs montréalais, ce qui se passe en ce moment. C'est complètement absurde. Donc, non seulement en appeler au calme, mais de prendre des mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Ben moi, j'appuie ça à 100 000 $, même si je suis conscient, puis c'est peut-être le sous-entendu de votre question, qu'il n'y a pas de miracle qui peut être fait juste par un appel au calme, évidemment. Puis la majorité de ces gens-là, c'est pas des gens violents, puis présentement, ils ressentent pas la sécurité de se promener dans les rues de Montréal. Là. Non, mais c'est atroce. Puis je vais raconter l'histoire de mes amis juifs qui m'envoient des vidéos et autres. Il y a personne qui a de fun en ce moment, puis je le répète, c'est pas leur faute ce qui se passe là. Puis un Palestinien, allait pas l'écœurer, c'est pas lui, la Hamas. Ces gens-là sont les premières victimes de ce conflit-là. Au final, on n'est pas obligé d'en rajouter une couche. Pierre, il dit, avec l'argent qu'on a perdu pour l'histoire du tramway, on aurait pu se payer un autre centre Vidéotron. Mais j'ai entendu Gabriel Nadeau-Dubois aller dans la même direction hier. Ah ouais? C'est à peu près ce montant-là. Là. C'est vrai que c'est quand tu y penses, tabarouette. Hein? Non, mais c'est incroyable. Puis moi, l'argent, c'est une chose. Mais tu sais, le maire Marchand, là, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie d'avoir une infrastructure de transport en commun à Québec, qui n'est pas Montréal, mais qui n'est pas une petite ville non plus. Hein, c'est un pas dans la bonne direction. C'est écologique, 1 million de fois plus qu'un troisième lien. Il y a déjà 400 millions qui ont été claqués sur le projet. Au lieu de faire preuve de leadership, le gouvernement Legault fait comme d'habitude. Il regarde le dernier sondage léger, puis il fait dans ses culottes, puis badang. Et là, il traite le maire Marchand comme si c'était un petit gars en culotte courte. Ouais. Comme si c'était au gouvernement du Québec de décider au lieu des villes. Qui va aller faire de la politique municipale maintenant, sachant que ça va être le boss en haut du Plessis 2.0 qui va décider que tu peux faire un tramway dans ta ville. Je veux dire, gars, tu as dépensé 400 millions, fais-les ton tramway, puis si la population est fâchée, ben, elle sacrera dehors aux prochaines élections, puis c'est tout. Là, ce que fait Legault, honnêtement, c'est juste vouloir se sauver le popotin dans la région de Québec après la catastrophe du troisième lien, après Jean Talon. Ça, c'est comme d'habitude, c'est de l'électoraliste, t'as pas de leadership, t'as pas de vision. Puis moi, ça me désole encore plus parce que, un, t'es cœur les municipalités, puis deux, de pas avoir de vision en matière de réchauffement climatique, c'est-à-dire en matière de transport en commun. Mais ça, c'est les prochaines générations qui vont payer le prix. Puis ça, honnêtement, là, je trouve ça assez difficile à avaler comme prix. Et si la Caisse de dépôt arrive comme solution, le tramway dans 6 mois, on va rire dans nos barbes. OK, c'est bon. Non, ben oui, on va rire dans nos barbes. Puis, ben, inquiète-toi pas que la Caisse de dépôt va pas mal dire ce que François veut qu'elle dise, parce que c'est qui nomme les boss de la Caisse de dépôt? OK. Faudrait peut-être pas oublier ce bout-là. Là, t'as-tu une pensée du jour, André, ou t'es pas prêt? Non, je m'en rappelais plus que j'avais ça ce matin. J'en ai une, moi. J'en ai deux, même, en fait. Il y en a un qui disait c'est quoi donc? Un politicien
je m'en souviens plus. Politicien sans vision pense à la prochaine élection. Un politicien avec vision pense à la prochaine génération. Et je dédie cette citation à vous savez qui. Et j'ai un petit hommage à rendre aujourd'hui. Est-ce que j'ai le droit? Ben oui, vas-y, c'est ton show. Et je vais la rendre à un comparse, à comment je dirais, un collègue d'une grande valeur qui est devenu un ami, qui fête ses 35 ans de radio cette semaine. C'est fantastique. C'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Je sais pas, vous fouillerez sur Facebook, mais la grande région des Grandes Hautes-Laurentides est très, très, très chanceuse de t'avoir, puis je m'inclus là-dedans. Merci, mon ami. Ah, c'est donc bien fin. Bon week-end! Lâchez pas! Allez, Fred. Bye. La petite vide